Oui, bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà, je vous retrouve pour mon émission Raison pratique du mois de mai, la 5e de l'année. Et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir pour vous Madame Lucianie Lanoir-Létang, qui est anthropologue. Elle va nous parler essentiellement des problématiques autour de la solidarité, puisque je me suis intéressée à la problématique des sous-sauts, des tontines, enfin, des formes de collecte de fonds qui sont informelles dans nos sociétés et qui nous sont arrivées par la voie de l'Afrique et que nous continuons à pratiquer dans nos sociétés. Donc ça va être l'objet essentiel de notre rencontre de ce matin. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez nous faire remonter vos remarques, vous appelez Zouk TV et puis vous laissez soit par mail, soit par téléphone les informations ou les demandes que vous voudriez poser ou formuler. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je crois que le thème du sous-saut ou des tontines ou des formes d'entraide qui sont très très développées chez nous, quoi qu'on dise, vont nous reconnecter aussi à une partie de nos racines et que ça va nous faire peut-être un petit peu apprécier avec beaucoup plus d'objectivité ce que nous appelons nos apports africains et que beaucoup d'entre nous ont encore du mal à accepter. Voilà. Je vous souhaite donc bien du plaisir, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Alors, je reçois donc Madame Lucianie Lanoir. Bonjour Madame, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Lucianie Lanoir-Létang? Oh ben, Lucianie Lanoir, ça me va aussi. Ça vous va aussi. Bonjour Madame Smiralda. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et pour parler d'un livre. Alors j'avais malheureusement préparé deux images, deux petites diapos que je n'aurai pas l'opportunité de vous présenter, mais je vais vous montrer donc l'ouvrage de Madame Lucianie Lanoir comme ça, donc par diapo. Voilà, c'est donc l'intitulé, c'est Réseau de solidarité dans la Guadeloupe d'hier et d'aujourd'hui, qui a été publié en 2005 chez l'Harmattan et qui est un travail de doctorat qu'elle a mené ici à l'Université des Antilles de la Guyane, qui a été dirigé par Monsieur Alain Yakou. C'est ça? Plutôt plus précisément par Monsieur Jean-Luc Bognol. Jean-Luc Bognol, voilà. Et donc, qui a été publié en l'état pratiquement depuis 2005 et qui a consacré donc des chapitres à plusieurs aspects de l'entraide, mais l'un des chapitres qui m'intéresse beaucoup, c'est celui qui est intitulé Les tontines, ce chapitre 7 de cet ouvrage. Donc, si vous vous intéressez aux pratiques d'entraide de manière générale, voilà, un ouvrage très documenté qui nous parle bien sûr un peu davantage de la Guadeloupe que de la Martinique, mais nous avons beaucoup de pratiques similaires et de problématiques qui sont transversales, caribéennes, afro-caribéennes, parce que au fond, ce sont les Africains qui nous ont amené ces pratiques et qui se retrouvent eux-mêmes dans toute la Caraïbe. Et encore en Afrique. Et encore, absolument. Et donc je dis, ces traditions se retrouvent dans toute la Caraïbe, y compris sur la façade du Venezuela et de Colombie qu'ils partagent avec la Caraïbe, parce que les populations africaines y ont été très importantes et y sont encore très importantes. Voilà. Alors donc, nous allons parler de cet ouvrage, en tout cas d'un chapitre qui est consacré aux tontines. Tout à fait. Mais avant, voilà, j'aurais voulu, dans cet ouvrage qui est un peu, qui s'ouvre sur une préface donc, de Monsieur Jean-Pierre Sainton, vous avez consacré un petit avant-propos à vous. Et vous parlez de vous à la troisième personne. Oui. Pourquoi la troisième personne? Je crois que c'est un petit peu par pudeur, parce que je suis quelqu'un de pudique, surtout dans un ouvrage dit scientifique. C'est difficile, pour moi, ça a été difficile d'emblée d'employer le jeu.
Donc, j'ai préféré passer par le biais de la troisième personne pour pouvoir m'exprimer. D'accord. Alors, on découvre que Madame Luciani Lanoir est une personne, on ne va pas dire une négropolitaine au sens classique, tu sais, au sens classique. Je trouve que je suis négropolitaine, puisque je suis née dans l'Hexagone. Bon, non, mais voilà, j'ai vu que vous avez fait des va-et-vient entre l'Hexagone. Mais voilà, alors, moi j'avais reçu ici une Madame Bagoé du Bosque, qui elle n'était pas tout à fait négropolitaine, mais elle avait beaucoup vécu là-bas et qui avait un certain nombre de problématiques comme celles que vous faites remonter dans cette petite préface. Mais alors, je ne sais pas si maintenant que vous êtes à la retraite, que vous vivez en Guadeloupe depuis longtemps et que vous vous partagez entre la Martinique et la Guadeloupe, si quelque chose a changé de cette posture, de cette manière de vous regarder. Oui, non, on ne peut pas dire que je sois une négropolitaine à 100%. Je suis en partie négropolitaine, puisque je suis née à Bordeaux, de parents martiniquais. Mon père et ma mère sont de la Martinique. Ma mère est du François, mon père était du Robert. Et donc, ils ont traversé l'Atlantique en 1950, enfin ma mère plus précisément, parce que mon père était marin. Et je suis donc née, j'ai traversé l'Atlantique dans le ventre de ma maman, et je suis née en 1951, un peu après son arrivée à Bordeaux. Et donc j'ai quand même, voilà, essentiellement négropolitaine au début de ma vie. Et donc nous avons vécu avec ma maman, qui a eu ensuite 3 garçons, nous 4 et ma maman, nous avons vécu à Bordeaux les 10 premières années de son séjour là-bas. Ensuite, comme mon père a changé de port d'attache, nous sommes allés au Havre. Et donc nous avons vécu 10 ans au Havre, où j'ai fait d'ailleurs mes études secondaires. Universitaire aussi. Et ensuite j'ai fait mes études universitaires en partie en Allemagne et à Rouen. Alors, il y a une anecdote que j'ai retracée du temps de notre séjour à Bordeaux, puisque c'est là que j'ai fait, que nous tous les enfants, nous avons fait nos études primaires. La petite chanson. Voilà. Oui. Et donc, c'était une expérience assez douloureuse qui m'a révélé qu'en fait, je n'étais pas blanche comme toutes les petites filles. Voilà, ça a été assez violent comme révélation, puisque les petites filles blanches, parce que c'était des garçons d'un côté et filles de l'autre, à l'époque, donc les petites filles blanches faisaient la ronde autour de moi et disaient « Une négresse qui buvait du lait, ah se dit-elle, si je le pouvais, tremper ma figure dans un bol de lait, je deviendrais plus blanche que tous les Français. » Et donc cette chanson-là m'a vraiment marquée. La preuve, regardez, je peux la chanter encore aujourd'hui. Nous l'avons beaucoup chanté à la Martinique, vous savez. Oui. Nous l'avons beaucoup chanté. Oui, Marie Scondé aussi en parle dans son livre La vie scélérate. Donc c'est une chanson qui a traversé toute la communauté antillaise et les Blancs aussi à l'époque. Donc ça a été assez violent parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi ces enfants-là faisaient cette ronde, et les maîtresses n'intervenaient pas pour la faire arrêter. Les questions que je posais à ma maman n'avaient pas de réponse non plus, parce qu'elle ne savait pas y répondre, c'est un petit peu normal. Voilà. Et donc je suis restée avec cette interrogation qui m'a poursuivie pendant toute ma jeunesse. Et donc j'ai commencé à avoir des réponses quand je suis devenue adolescente, et surtout après. Lorsque je suis partie en Allemagne faire des études après le bac. Et là, c'était la période Angela Davis, etc. C'était les années 70 où il y avait beaucoup de remous aux États-Unis. Donc ça traversait l'Atlantique et ça arrivait en Europe, etc. Et aussi les contacts avec des étudiants africains, et qui m'ont dit « Mais non, écoute, tu es d'abord noire. Tu n'es pas française, tu es d'abord noire. » Et donc là, j'étais obligée de me confronter à cette réalité d'identité de femme noire et de nationalité française. Et j'ai continué comme ça à cheminer. J'ai terminé mes études d'allemand à Rouen. Et ensuite, quand j'ai eu terminé mes études, je me suis dit, moi, je ne resterai pas en France.
je retournerai au pays de mes parents. Et effectivement, ça s'est réalisé comme cela. En fait, je ne suis pas retournée directement en Martinique, mais peu après mon CAPES, je suis retournée en Guadeloupe et je faisais l'aller-retour avec mes bébés, puisque j'ai eu un certain nombre d'enfants, 4 entre-temps. Et donc, je faisais l'aller-retour avec mes bébés pour venir voir ma maman qui était entre-temps, elle aussi, retournée en Martinique. Voilà. Voilà. Et mon père aussi. Oui, mais ce que je comprends, je pense que c'est le drame de tous les Antillais. Oui. Et plus j'avance dans la connaissance de notre histoire ou de notre réalité, plus j'ai l'impression que nous sommes vraiment des enfants adoptés par des parents qui sont vraiment, j'allais dire, très laxistes et qui sont vraiment peu soucieux de notre bien-être et qui laissent leurs enfants attitrés nous faire beaucoup de méchanceté. Parce que le racisme en est une, et tous les Antillais le vivent. Et malheureusement, nous n'avons pas ici, parmi ceux qui prétendent nous représenter, de gens qui aient vraiment le souci de nous protéger et de nous défendre. On retrouve le même phénomène en Afrique. Et je nous sens comme les petits canards, le petit canard du conte là, qui s'est aggloméré à une famille qui avait ses poussins, et puis lui, dont on va découvrir d'abord qu'il est d'une autre couleur et qui n'est pas de la famille, et qu'on va chasser à coups de pied mais qui va rester accroché parce que finalement il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas de choix. Et je nous vois comme ça. Je pense que tous les Antillais devraient lire ce conte, bien comprendre la morale du conte, et ça nous aiderait peut-être aussi à nous déterminer, à nous décider à former une famille à nous. Et je crois que c'est la difficulté qu'on a avec des élites qui ne s'occupent pas de leur peuple et avec une famille qui nous dit, dont les enfants et elle-même nous dit en permanence, vous n'êtes pas des nôtres, vous n'êtes pas nos enfants, et donc en même temps qui tirent profit de notre existence. Et en lisant cette petite préface, j'ai replongé dans cette histoire douloureuse, et je ne sais pas comment on va en sortir, parce que tous nos grands intellectuels qui ont fait des choix très particuliers, eh bien, ils ont versé dans l'espèce de magma ambiant qui consiste à inventer des théories qui n'ont ni queue ni tête et qui nous présentent comme une purée, comme une salade qui n'a pas de substrat culturel, qui n'a que le choix du non-choix et qui est livré véritablement aux griffes de toutes sortes de prédateurs. Voilà, ça c'était pour vous dire ça. Mais pour vous dire que finalement, moi ce que je comprends dans votre manière de vous être projeté en France, c'est que la question identitaire, elle ne s'est pas posée par vous, mais elle vous a été posée par la société. Au départ, elle m'a été posée, mais par ensuite, la société ambiante. Voilà. Elle m'a été posée, mais ensuite, si vous voulez, je me la suis posée elle-même, cette question. Je me suis approprié cette question pour pouvoir y répondre. Oui, mais quand les étudiants allemands ont l'air de vous dire que vous n'êtes pas la blanche que vous croyez, vous êtes quand même réticente à admettre l'idée que vous êtes une femme noire. Oui, parce qu'au ça c'est clair que... Au fond, la construction que vous avez eu le temps de fabriquer de vous-même, c'est une construction qui était en défaut. Quelque part, il y avait un refus. Il y a un rejet. Il y a un rejet. Et en face, les Africains qui me disaient, mais non, tu es noire. Donc j'ai été effectivement ballottée pendant un certain nombre d'années entre ces deux pôles. D'accord ? Mais ensuite, il me semble que petit à petit, je me suis construit une identité qui est la mienne et que maintenant je revendique comme étant une femme noire, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas sans, si vous voulez, sans être une identité, comment je pourrais dire, agressive. Moi, je pense que j'ai cheminé avec beaucoup de prudence et que, effectivement, mon socle, c'est quand même
accepter cette identité de femme noire sans que ça soit quelque chose de véritablement revendicatif. Pour moi, c'est un apaisement, tout en sachant aussi que j'ai des données européennes, hein, parce que de toute façon, je suis née là-bas, donc que je le veuille ou non, j'ai en Corse un substrat européen, j'ai peut-être même un substrat allemand, hein, puisque je me suis quand même, j'ai quand même pas mal adhéré à la culture allemande aussi. Mais ça nous donne quoi ces substrats? Moi, je ne comprends pas, parce que les Européens tirent profit de tout, et ils ne disent jamais qu'ils ont un substrat de Noirs, d'Africains ou d'Antillais. C'est nous qui sommes toujours à revendiquer un non, je ne revendique pas occidental. non plus. Non, c'est pas, je ne revendique pas cela. C'est quelque chose qui m'a été mais comme le monde livré. Entier, voilà. Le monde entier se forme à des contacts que certains groupes comme les nôtres revendiquent et d'autres non, mais moi je ne revendique pas cela. Ça m'a été donné. Bon, ben, j'en fais, si vous voulez, je l'exploite. Non, je l'exploite. Oui, mais la construction identitaire, elle est ce qu'elle est. Oui, bien moi, sûr. je veux dire, les Blancs se construisent aussi avec les Noirs, avec les Chinois, avec les Indiens. Ils ne le revendiquent jamais en tant que tel. C'est nous qui avons toujours ce besoin de dire, mais les Blancs nous constituent aussi. Bon, ça c'est un choix. Et il me semble que c'est parce qu'ils occupent une position dominante que nous avons besoin de toujours nous dire, oui, mais j'ai un petit morceau de blanc en moi, il ne faut pas me mettre tout à fait avec les sauvages, les sens. Non, mais au fond, si on extrapole, au fond, ça nous amène à ça. On ne revendique jamais d'être vraiment noir parce que ça n'est pas encore quelque chose de valorisant à nos propres yeux. Mais non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, à mon avis, cette manière qu'on a finalement de venir à l'identité et de ne pas être posé dans une identité au départ, alors que les Européens le sont. Et c'est pour cela qu'ils nous donnent toujours l'impression d'être des rocs par rapport à nous. Parce qu'ils naissent avec l'idée qu'ils sont blancs, qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Ça, c'est la culture qui a structuré cette vision de soi, même si ça ne correspond qu'à une réalité virtuelle, mais c'est comme ça qu'ils naissent. Nous, on est en se projetant dans des idées qui sont complètement parfois à côté de la plaque et qui font que quand on entend les autres nous dire tu es noir, tu n'es pas ce que tu crois, et bien tout d'un coup on passe la moitié de sa vie à ruminer son bobo, à être mal et à essayer de dire eh bien puisqu'on veut pas de moi là, je vais retomber de l'autre côté. C'est pas non, moi je vous parle en général. Je vous parle en général. Mais nos constructions, non mais il n'empêche que notre manière de nous construire, elle est bancale et elle donne des gens qui ne sont jamais tout à fait bien dans leur peau et qui mettent, au lieu de construire leur société, à mon avis, mettent beaucoup de temps à se construire eux. C'est clair. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'il convient de chercher son bien-être identitaire, d'accord, et d'être effectivement d'abord bien avec soi. Oui, mais c'est que culturellement. C'est pas facile. Oui, mais c'est que culturellement. C'est une construction qui est lente, et pour arriver à quasiment des convictions. Mais les chemins sont tellement divers, à mon avis, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, on peut aller par là, par là, par là. Donc, à mon avis, on ne peut pas imposer à qui que ce soit, voilà, je suis ça, et toi, tu peux être ça aussi. Je pense que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des cheminements qui sont profondément personnel. Et je ne tiens pas, je ne revendique pas cela, parce que pour moi, je ne suis pas un modèle, je suis mon propre modèle. Et je m'appartiens à moi. Et je suis certaine que je suis bien dans ce que j'ai choisi d'être. Voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire. Moi j'entends bien tout ce que nous pourrons construire individuellement. Quand je parle des Européens, je parle d'un collectif. Oui. Je parle d'un groupe humain qui naît, qui est formé dans son école ou à son école et qui sait qui il est. Et qui a des références. Enfin, moi, je mettrais des nuances. Non, mais peu importe. Quand ils arrivent, en tout cas, quand nous sommes confrontés à eux, c'est un groupe qui fait bloc et qui nous renvoie, nous, à notre extranéité, à notre zoulouitude, à nos différences. D'accord ? Et quand nous en prenons plein la gueule, quand nous sommes en face d'eux, parce que c'est un bloc qu'on a en face de soi, ça n'est jamais vrai chez nous.
Parce que justement, nous avons une construction qui vient, qui passe, qui est de briques et de blocs, mais qui passe par des individus qui disent, ben moi je suis ici, j'ai fait ça, j'ai dû me, etc. Oui. On a une construction qui est absolument en défaut et qui peut expliquer nos problématiques. Maintenant, moi je parle d'un collectif et nous sommes, nous, toutes les deux, représentants de sciences qui s'occupent de collectifs. Vous êtes anthropologue, moi je suis sociologue. Donc c'était pour faire parler de cette difficulté qu'on peut avoir, mais qui est un exemple d'une personne qui peut avoir été renvoyée à son altérité de manière violente, mais qui a réussi à se reprendre et à se construire. Mais il y a des gens qui n'y parviennent pas. Il y a des gens je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Donc il y a des gens qui restent des lavettes toute leur vie parce qu'ils n'ont pas fait le pas de dire on ne veut pas de moi chez les blancs, eh bien je vais chez les noirs, et parce que chez les noirs ça ne va pas, ils n'en veulent pas. Donc du coup ils restent accrochés dans les airs et ils deviennent ils deviennent schizophréniques. Ils tournent ma boule ou ils deviennent schizophréniques. Voilà. Donc ça c'était pour juste dire, pas pour raconter votre histoire, mais c'était prendre un exemple, illustrer un petit peu comment justement c'est par nos parcours individuels très souvent que nous devenons un groupe, alors que chez les Occidentaux, ils sont d'abord un groupe et après ils deviennent des individus parce que ils sont construits racialement. Alors que nous, ça n'est pas le cas. Nous n'avons jamais été construits racialement. On nous a construits en race, mais nous n'avons jamais été un groupe qui s'est défini racialement comme une entité en face d'une autre entité. Et nous arrivons à la race individuellement très souvent. D'accord? Pas en passant par... Mais nous sommes stigmatisés par le regard qui nous met, qui nous classe en tant que... etc. Alors... Voilà, l'autre chose sur laquelle j'aurais aimé qu'on s'arrête un tout petit peu, parce que ce n'est pas tout à fait l'objet, c'est sur la différence qu'on fait entre sociologue et anthropologue, parce que je crois que c'est une vraie problématique aux Antilles. Moi, j'étais très très frappée de voir le nombre d'anthropologues à la Martinique, je ne sais pas pour la Guadeloupe, qui se décrètent, j'utilise le mot à dessein, sociologue. Et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était possible. Parce que il est plus difficile pour un sociologue de se décréter anthropologue, et quand il le peut, c'est quand il pratique de la sociologie qu'on appelle culturelle, comme moi, ce que je fais. Et donc je ne comprends pas sur quelle base les anthropologues se définissent sociologues. Comment voyez-vous ça? En fait, moi non plus. Je ne peux pas vous éclairer sur cette question, parce qu'effectivement, j'ai remarqué qu'à l'annonce de certaines conférences, eh bien, il y a des gens qui se donnent le titre d'anthropologue pour telle manifestation, qui le lendemain se mettent... Non, la même personne, qui se met l'étiquette sociologue, et pour une troisième catégorie de manifestations, diront je suis socio-anthropologue. Donc moi je ne sais pas, je me suis toujours définie en tant qu'anthropologue. Bon, maintenant, si on me donne le titre de sociologue, c'est que je n'ai pas été suffisamment vigilante et qu'on m'a mis cette étiquette-là. Mais moi, je me définis toujours en tant qu'anthropologue. J'ai eu un doctorat d'anthropologie et je réponds sous le couvert de ce doctorat. D'accord? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Eh bien, je me plais à dire, pour que ça soit clair, le plus facilement accessible à tous, qu'il y a deux anthropologies. Il y a l'anthropologie physique ou biologique qui décrit l'homme racialement, dans son appartenance, comment dirais-je, raciale, si on veut, oui. Tout en sachant que les races n'existent plus, mais enfin bon, dans son aspect phénotypique. En tout cas, on l'appelle texture des cheveux, voilà. Texture des cheveux, aspect de la peau, etc., couleur de la peau, etc., stature, port de tête, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'anthropologie physique. Ensuite, il y a une autre grande voie de l'anthropologie, c'est l'anthropologie culturelle. Alors, cette anthropologie, elle décrit ce que l'homme a inventé
pour s'adapter à son milieu naturel, c'est-à-dire qu'il a inventé l'homme aussi bien des objets matériels qu'immatériels. Il a autant inventé des religions, des mythes, etc., pour expliquer les phénomènes naturels, que aussi bien par exemple, des bâtiments ou des constructions pour se loger, puisqu'il fallait bien à un moment donné se loger, il fallait bien apprendre à cuisiner pour se nourrir, etc. Donc l'homme a inventé une série de choses, une infinitude de choses pour s'adapter à son milieu naturel, et ceci avec une évolution, parce que bon, je sais pas, on peut pas mettre sur le même plan les pyramides et je sais pas, et des constructions d'immeubles, c'est pas la même chose, hein, voilà. Mais ça fait partie de l'invention humaine et ça fait partie de l'étude. Ce sont des objets d'étude d'anthropologie culturelle. Oui. Alors, voilà. Enfin, je vous remercie pour les précisions. Moi, ce que j'ai vu, alors, chers amis, j'interroge cette habitude qu'il y a chez nous à la Martinique de confondre anthropologue et sociologue. Et vous voyez, il y a beaucoup de problématiques chez nous qui sont traitées par les anthropologues et qui n'ont pas les solutions de sociologues. Et je le fais à dessein parce que je suis sociologue et que j'entends ce qui peut se répéter et que je ne parle pas de Madame Luciani Lanois parce qu'elle a écrit un livre d'anthropologie et elle est dans son travail, dans son rôle. Je crois que le sociologue a un rôle à jouer qu'on ne lui permet pas de jouer dans cette société parce que justement, on confond le sociologue et l'anthropologue. Alors, ce que vous disiez, vous, dans une très longue et très intéressante interview que vous avez accordée à Cohésion Globe, donc que vous pouvez trouver sur Internet. C'est Luciani Lanoir-Létang, donc vous pouvez lire cette interview, cet entretien, et donc elle explique notamment un certain nombre de choses qui sont en rapport avec la situation actuelle, le climat de tension actuel qui sont observés en Guadeloupe, qui est observé en Guadeloupe. Alors, ce que la personne, l'intervieweur vous pose comme question d'emblée, l'anthropologie est-elle liée avec la sociologie? Et vous dites tout à fait, ce sont deux disciplines qui sont liées. La sociologie travaille, selon moi, surtout avec les chiffres, les statistiques et les faits de société, tandis que l'anthropologie, elle, essaye d'expliquer pourquoi tel fait de société existe. Bon, c'est pour cela que l'anthropologie se sert très souvent de l'histoire pour mettre à jour la chaîne de causalité qui aboutit à tel ou tel fait, etc. Bon, ça c'est une manière de concevoir... Oui, de toute façon, si vous permettez, je précise effectivement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que effectivement l'anthropologie remonte dans l'histoire à titre explicatif, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai ce récipient devant moi, je vais essayer d'expliquer la chaîne de causalité qui a abouti à cette construction. C'est ça l'anthropologie, c'est d'expliquer la chaîne de causalité, c'est-à-dire de remonter dans l'histoire et voir comment tel fait a évolué vers tel fait ou tel objet a évolué vers tel objet. Avec un enchaînement bien précis. C'est ça l'anthropologie, en fait. C'est ça son travail. Moi, je crois qu'on peut aussi habiter sa science avec son expérience propre. Ce que je peux dire, sans vouloir vous choquer, c'est que toutes les sciences humaines ont besoin de l'histoire. Puisqu'on travaille sur la société et le sociologue, encore plus que personne, parce qu'il ne peut pas expliquer les faits sans connaître l'histoire. Donc, vous avez dit une chose qui est importante, c'est que l'anthropologie se décline en plusieurs sections. Tout à fait. Donc vous avez bien l'anthropologie physique ou l'anthropologie raciale, vous avez l'anthropologie sociale et ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'anthropologie culturelle. Tout à fait. Et donc moi je conseille toujours aussi à mes étudiants d'utiliser des lexiques de sciences sociales pour bien comprendre de quoi ils parlent quand ils ont à parler de ces choses-là. L'anthropologie culturelle étudie les coutumes et les cultures à partir des représentations, donc que les peuples s'en font. C'est
la tendance américaine, tandis que les savants anglais utilisent le terme social. Donc, pour les Allemands ou une partie des Européens, l'anthropologie culturelle, c'est l'étude des cultures, etc. Et dans d'autres sociétés, on dira anthropologie sociale. Autrement dit, il n'y a pas une confusion, mais il y a un rapprochement très serré entre le social et le culturel. À la limite, les anthropologues qui interviennent, je parle de la Martinique, pourraient spécifier dans quel domaine ils sont spécialisés. Est-ce que c'est dans la culture, dans le racial, dans le social, etc. Ou dans la religion. Dans la religion, etc. Alors, on se dit anthropologue et puis on se met à prendre la place du sociologue. Je l'entends à la Martinique constamment. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des explications à donner à la sociologie. Le sociologue peut se dire anthropologue quand il fait de l'anthropologie culturelle, mais il ne peut pas être un anthropologue s'il travaille sur les races ou sur des spécificités qui sont propres justement à l'anthropologie. Alors, la sociologie, voilà un petit ouvrage pour ceux qui veulent c'est un monsieur qui s'appelle Patrick Champagne et il a écrit la sociologie. C'est une série de petites fiches. Qu'est-ce que c'est que la sociologie? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? Et qui fait aussi la différence entre anthropologie et sociologie. Et il y a une chose qui est fondamentale à la sociologie que l'anthropologue ne peut pas décliner, c'est que la sociologie, elle est chargée de dévoiler les rouages du fonctionnement d'une société. Et si elle n'a pas de théorie, si elle n'a pas une compréhension sûre de la société, elle ne peut pas le faire. Donc je le redis encore pour chez nous, les gens qui se disent anthropologues, sociologues et qui sont anthropologues de formation ne peuvent pas dire la sociologie parce qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel ou théorique pour aborder ces questions. Et ce qu'il y a à dévoiler d'une société, ce sont les théories des sociologues. La littérature sociologique, elle est distincte de la littérature anthropologique. Et donc, ce sont les sociologues qui nous donnent notre bagage théorique pour analyser la société et pour être donc dans des explications qui permettent à la société de bien se comprendre et de dépasser ces problématiques. Ce n'est pas le cas quand on est anthropologue et qu'on vient dire qu'on est sociologue. Je vous répète, je ne parle pas pour Madame Luciani Lanois parce qu'elle se dit anthropologue. Je parle des nôtres qui se sont mis en sociologue en ayant une formation d'anthropologue dont on ne sait pas quoi, de quelle catégorie, dans quelle branche exactement ils sont spécialisés. Voilà. Alors, moi je reviens à l'une des raisons qui m'ont fait inviter Madame Luciani Lanois, qui a écrit, donc c'est un travail d'anthropologue et donc qui est dans une explication d'un trait de culture. Comme on peut l'attendre d'un anthropologue, un trait de culture avec ses traditions et une remontée dans l'histoire, parce qu'il faut savoir situer historiquement nos pratiques, mais aussi historiquement, mais aussi civilisationnellement, parce que on va retomber sur nos origines africaines quand on en a, indiennes quand on en a aussi, ou et européennes s'il le faut, etc. Donc c'est ça l'intérêt. Non pas de dire qu'on est un mélange, mais d'avoir fait le travail qu'on est un mélange, ce qui a été vraiment la tasse de thé de beaucoup de nos intellectuels qui se sont concentrés de dire qu'on était un mélange, qu'on était un choc en bloc, qu'on était tous là depuis peut-être 300 ans et qu'on avait perdu toute racine depuis la cale du bateau, qu'on n'avait rien à chercher et donc on n'a rien cherché. Et les anthropologues dans notre société ont un travail à faire justement pour retrouver les traits de notre culture. Voilà une tâche que les anthropologues ont à accomplir. Alors, quand vous dites, moi je vous ai demandé de nous parler beaucoup des principes de solidarité, dont vous dites deux choses. Effectivement que notre société a été cimentée. Oui. Nos sociétés, Guadeloupe, Martinique, cimentées autour de ces principes de solidarité qui étaient une clé de cohésion pour nous. Et de résilience. Et de résilience, voilà. Et puis, bon, vous dites finalement que cette sorte de cohésion se délite quelque peu. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, donc quand vous disiez que on va en venir après à des pratiques qui mettent en scène
cette conception de la solidarité, comme le tontine ou le sous-sous. Mais pour le moment, on est dans vraiment l'abstraction. La solidarité, qu'est-ce que c'est? Parce que tous les Antillais vous disent « n'est pas solidaire en Tio ». Ah, effectivement, c'est un problème. Alors, dans mes recherches, j'ai quand même réussi à mettre à jour les pratiques solidaires qui étaient là anciennement ancrées. Et alors, qu'est-ce que c'est que la solidarité? C'est se mettre ensemble en vue d'un projet commun. Et ce que j'ai pu, en regardant comme ça de loin, ce que j'ai pu mettre en exergue, c'est que en fait, la solidarité dès les origines, hein, depuis même avant le transbordement de la traite, eh bien, cette solidarité, elle se cristallisait, et elle se cristallise encore, hein, en tant que faire se peut, autour de la mort. C'est la mort qui construit les solidarités. Au départ. Et ensuite, vous avez d'autres choses qui en découlent. Parce que les toutes premières formes de solidarité sur la plantation, c'était comment faire pour enterrer nos morts dignement. Parce que le maître, comme il enterrait ses esclaves, eh bien, il les enterrait n'importe où. Sauf peut-être s'il était baptisé. Alors là, on pouvait faire une petite exception. Mais s'il ne l'était pas, bon, ça pouvait aussi arriver, eh ben, on l'enterrait n'importe où. Donc, les esclaves, dès leur arrivée, se sont posé la question de savoir comment nous allons enterrer nos morts dignement. Et ils ont conçu, alors c'est un descendant d'esclaves, hein, qui m'a raconté cela, hein, je le cite, c'est Éloi Forçin, aujourd'hui décédé, dont le grand-père était esclave, et qui m'a raconté que, eh bien, on s'arrangeait pour chercher sur l'habitation, loin des regards du maître, un arbre dans lequel on creusait un trou et on mettait un sou, un petit argent qu'on mettait là, en vue d'enterrer le prochain qui allait mourir. Et forcément, quand on passait à chaque fois à côté de cet arbre, enfin, chaque esclave qui passait et qui avait un petit argent, un petit sou, donc ça faisait une certaine somme, et dès qu'il y en avait un qui mourait, on allait chercher cette somme et on allait acheter ce qu'il fallait pour enterrer le décédé. Alors, on achetait quoi? Surtout du tissu et des bougies pour faire la cérémonie, une cérémonie africaine, bien sûr. Bon, mais même si, bon, peut-être qu'il y avait une cérémonie catholique, il y avait aussi cette cérémonie africaine. Et donc, c'est ce qui permettait à l'âme de retourner en Guinée, de retourner en Afrique, parce que c'était fondamental pour les esclaves de savoir que l'âme allait faire le chemin inverse, et que c'était aussi fondamental pour eux de savoir qu'à travers la mort, ils retrouvaient leur statut d'être humain. Parce que pendant la vie, ils n'étaient rien, ou ils n'étaient que des objets qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais à travers la mort, ils retrouvaient leur statut d'être humain, et deuxièmement, l'âme retournait en Afrique. Et ça, c'était absolument fondamental, parce qu'il fallait retourner sur la terre des ancêtres. On sait bien que dans la tradition spirituelle africaine, on n'existe pas sans ses ancêtres. On n'existe pas non plus sans la descendance. On est inscrit dans une lignée, on est le maillon d'une lignée, et c'était fondamental pour eux de savoir que l'âme allait retourner sur la terre des ancêtres et s'inscrire dans la lignée ancestrale. Alors donc, voilà. Première forme de solidarité, c'est la mort. Autour de la mort. Elle naît justement autour de pratiques qui sont destinées à restituer l'Africain dans son humanité. Absolument. Et donc, on peut dire que ça concerne la mort, oui. Mais au-delà de la mort elle-même, il y a quelque chose, une projection qui est dans une conception supérieure de soi qu'on empêche, qui est empêchée de se structurer
ici, là, dans la plantation et dans la terre de violence que représente pour eux la société. Voilà. Tout à fait, la société plantationnaire. Voilà, donc ça c'est ce que vous appelez, donc c'est une forme de solidarité. Maintenant, cette forme-là, elle va se déplacer. Elle va aller toucher à d'autres aspects du quotidien. Oui, parce tout à fait. Que le plus urgent, c'est la mort. Il faut parer à... Oui, parce qu'on mourrait tout le temps. Voilà. On mourrait jeune, on mourrait tout le temps. Et donc, et puis, il y a la précarité dans laquelle vit l'esclavager. Elle est aussi, elle se décline aussi dans tous les aspects, tous les domaines de son quotidien. Alors, je voudrais revenir quand même sur le sou que l'esclave, parce que l'esclave dans le Code noir n'a pas le droit de posséder quoi que ce soit, nous sommes bien d'accord. Alors comment faisait-il justement, parce que tout le monde se pose la question de savoir comment il avait ce sou qu'il mettait dans l'arbre. Eh bien, ça rejoint une autre forme de solidarité, puisque les maîtres, dès qu'ils sont, oui, je crois que c'était dès les premiers temps de la période plantationnaire, hein, c'était dans les années 60, 1660, 1670, lorsque les Juifs sont venus du Brésil, ils avaient déjà la pratique du jardin nègre. Et donc, les maîtres des Antilles ont adopté cette pratique du jardin nègre, hein, parce qu'ils étaient relativement pingres pour ne pas donner, selon le Code noir, n'est-ce pas, à manger aux esclaves et aussi de quoi se vêtir. Donc, ils avaient déjà solutionné le problème en disant, bon, écoutez, on va vous donner un samedi jardin ou un jardin nègre à la périphérie de l'habitation et vous vous débrouillez. Donc ça a été la tradition du jardin nègre ou du samedi jardin. Et donc dans ce samedi jardin, les esclaves faisaient des coups de main. Naturellement, puisque c'était déjà la tradition en Afrique, donc ils l'ont tout naturellement importé, puisque ça s'appelait le dokwe au Bénin, qui était une tradition tout à fait transversale, et aussi spirituelle, empreinte d'une forte spiritualité. Bon. Alors, ils faisaient des coups de main, d'accord, et à travers ces coups de main, ils avaient une surproduction de produits, et ces produits, ils écoulaient sur les marchés, mais pas les nègres de jardin, puisqu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Mais ils empruntaient le billet des nègres à talent, des cochers par exemple, qui eux avaient des billets qui leur permettaient de circuler, et tous ceux qui avaient le droit de circuler apportaient cette marchandise dans les bourgs. Et donc, c'était vendu, et donc chaque esclave avait un petit pécule dont il prenait une partie pour mettre à côté. Bon, son pécule, on sait bien que ça pouvait aussi servir à racheter son affranchissement ou autre chose, ou l'affranchissement de quelqu'un d'autre, mais ça servait aussi en partie à alimenter les toutes premières tontines funéraires. Alors, ce qu'on va appeler le sous-sous. C'est une manière d'entretenir ça. Mais donc là, on voit comment ils vont, malgré le système, ils vont réussir à s'approprier bien ce qui sert de monnaie d'échange à l'époque. Mais ils ont donc, au-delà des pratiques qui sont liées, qui sont circonscrites autour de la mort, il y a des pratiques aussi de solidarité qui touchent en fait à tous leurs aspects, à tous les aspects de leur vie. Par exemple, ces pratiques d'entraide dont vous parlez, pas seulement autour de la manière de faire le jardin, mais autour de la manière de partager aussi ce qu'ils ont. Et vous disiez tout à l'heure que ça n'est pas nécessairement lié à la dimension n'en est pas nécessairement matérielle, ou pas seulement, qu'elle est aussi spirituelle. Et c'est ce qu'on découvre lorsqu'on étudie les pratiques du don, de l'acceptation et du contre-don. Qu'il n'y a pas qu'un échange de matière, il y a aussi quelque chose de plus sacralisé. Et donc ça touche cette pratique solidaire. Ces pratiques solidaires se développent aussi autour d'autres choses que vous avez développées, qui ne sont pas seulement la mort.
Hein, il me semble que la mort est tellement fondamentale. Oui, elle est fondamentale, mais elle est dans la distribution de tout, dans les services à tous ceux qui ont besoin, aux places qu'on donne aux personnes âgées. Elle est dans la vie, dans la structuration, le tissage du réseau de relations qui met ensemble les gens. Il y a énormément de petites pratiques qui sont qu'on appelle des pratiques solidaires. Elles ont été contrées justement par l'intérêt du maître qui, lui, souvent de fois, a mis à mal ces traditions spirituelles de cohésion sociale pour son intérêt. Donc, effectivement, quand on dit n'est pas solidaire, ou bien Martin Tchè, pas qu'à travailler ensemble, ou bien complot annexe et complot achat, ça vient aussi de là. Parce que parmi ces esclaves, certains ont développé des stratégies personnelles pour se sauver dans ce système violent. Et bon, on cite souvent, par exemple, la femme noire qui va se donner au maître pour obtenir tel et tel avantage, etc. C'est un des exemples, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que à l'intérieur du système de solidarité, il y avait aussi des stratégies individuelles, il faut bien le dire. Alors, effectivement, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Alors, quand on veut voir le verre à moitié vide, on va dire « n'est pas solidaire ». Et quand on veut le voir plutôt plein, on dira « non, il y a des solidarités qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui ». Moi, je suis d'avis qu'il y a encore des pratiques solidaires aujourd'hui, en dépit du fait qu'il y ait aussi des personnes qui essaient de s'en sortir tout seuls dans leur vie. Mais ça, bon, vu la société dominante qui nous dit que vous ne vous en sortirez que tout seul avec votre argent, ou voilà, on peut comprendre que des gens adhèrent, comme vous disiez tout à l'heure, à la société dominante sans discernement. Oui. Mais le fait qu'on se parle mal beaucoup, c'est-à-dire entre noirs même, on se dit beaucoup de mal les uns des autres, ou les uns sur les autres. C'est un climat qui est assez délétère pour construire des solidarités. Absolument. Donc ce qui est extraordinaire, c'est pourquoi, malgré cette malparlance, cette violence aussi dans la manière qu'on a de se concevoir et de concevoir nos actions, parce que c'est au fond, celui-là, Talla fait ça, c'est un traite, il ceci, c'est un nègre blanc, c'est un domestique, c'est un ceci, cela, un nègre domestique. On est tout le temps dans ces stigmatisations, parce qu'au fond, il y a, j'ai l'impression, quelque part, une entité abstraite qui représenterait ce que devrait être le groupe des Noirs. Et vivant dans des relations de solidarité qui sont idéales ou idéalisantes ou idéalisées. Parce qu'au fond, quand on regarde le sens de ces stigmatisations, quand on est traite, ça veut dire on dessert son groupe par ces pratiques, cette manière. Donc il y a quelque part un esprit africain qui a survécu à l'esclavage, qui résiste, mais qui est celui qui, de manière tout à fait implicite, nous dicte que là, il y a de la trahison, là, c'est pas bien, là, c'est un nègre qui vend ses frères, là, c'est ci, là, c'est ça. Et au fond, ça signifie bien qu'il y a quand même un esprit, c'est peut-être la dimension spirituelle de la solidarité ou de l'entraide qui a survécu. Il y a un esprit qui nous dit, quand vous faites ci et ça, vous trahissez les vôtres. Donc c'est presque immatériel. C'est peut-être ça la dimension spirituelle. Parce qu'autrement, on n'aurait pas vécu ce que font nos frères ou les nôtres comme des trahisons. Tout à fait. À mon avis, il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, vous dites, donc on a vu que les solidarités, elles sont, malgré toutes les difficultés que nous avons à nous aimer en apparence, à concevoir que nous sommes des gens bien, ces solidarités existent. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait formelle, même si elles n'ont pas l'aspect
qu'elles ont eu, si vous voulez, jusque dans les années 70-80, où il y a eu des grandes ruptures au niveau de la société aux Antilles, avec l'apparition des aides sociales, des possibilités d'emprunt, des grandes mutations qui ont suivi l'apparition du fonctionnariat. Les solidarités existent. Elles ont existé et elles se transforment. Elles se transforment. Alors, justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, elles sont peut-être sorties du champ de la proximité, elles sont peut-être sorties du champ intrafamilial, parce qu'on sent qu'il y a, maintenant il y a énormément de tensions intrafamiliales. Elles sont sorties de ce champ-là pour aller se loger dans le champ associatif. Voilà. Et là, on le voit très très bien dans les années 80-90, où il y a une forte floraison d'associations. Je pense que c'est la même chose en Martinique. Et les gens sont dans du bénévolat absolument. Un bénévolat absolu. Un bénévolat absolu. Parce qu'ils ressentent ce besoin de donner, de recevoir et d'exister dans justement dans ce que vous savez, dans quelque chose qui est spirituel. Quand on voit, bon là on a fait appel à la Banque alimentaire a fait appel aux dons, d'accord, et les gens donnent parce que ils ont besoin de donner. C'est en nous ça, le don, c'est voilà. Avec cet aspect spirituel. Mais il y a aussi tous ces gens, tous ces bénévoles qui font marcher cette banque alimentaire. Absolument. Mais c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce que ça leur rapporte financièrement? Rien, zéro. Ça leur apporte simplement une reconnaissance et une revalorisation de soi. Parce que nous avons besoin de ça. Nous sommes dans une société qui dévalorise l'individu, quel qu'il soit, qu'on soit en Occident ou ici, puisque nous sommes une prolongation de qui dévalorise dans ces dimensions humaines. D'accord? Et nous avons besoin, encore une fois, de retrouver notre humanité. Et c'est quoi l'humanité? Eh bien, c'est donner, recevoir, c'est le collectif, se sentir bien. Et puis c'est s'occuper du collectif, et non pas de l'individu tout seul. Alors moi je partage tout à fait cette analyse, puisque on a vu, en fait, les solidarités intrafamiliales se sont décousues parce que justement la société, dans son occidentalité, a pénétré. Elle a touché le noyau familial. Elle a pénétré la famille. Elle a introduit ses individualités, ses séparations, ses sentiments. Elle a exacerbé. Elle a opposé le couple, les enfants, les hommes, les femmes, les différentes générations, etc. Et c'est la cellule qu'elle peut le mieux dominer, puisque c'est par la famille que la société se met en place et que le pouvoir dominant peut justement imposer ses règles. L'association, c'est une structure qui est beaucoup plus, comment on va dire, on s'occupe de sa superstructure, mais ce qui se passe vraiment dans sa manière de gérer, les membres sont assez libres de gérer leur association comme ils le veulent. Il y a une chose qui est donc ce que vous disiez, c'est que l'entraide a changé de forme. Parce que la société a changé aussi. Elle a changé, et que l'économique se détermine ou détermine des relations qui n'existaient pas lorsque justement les Africains étaient transformés en meubles et qu'ils avaient à trouver une sorte de mettre en place une forme de créativité qui les faisait supporter l'insupportable et se rendre justement par la force du collectif, se donner du sens et de l'espoir aux uns aux autres, etc. Tout à fait. Maintenant, moi je voulais dire, alors il y a un ouvrage qui va sortir sur donc ces formes d'entraide, mais vraiment dans le domaine agricole. Tout à fait. Donc où je parle précisément de cette manière que on a eu de préserver des formes, alors qui ne sont plus très actives dans la société, mais qu'on essaye de maintenir, d'entraide agricole et de construction de maisons, etc. Et qui aident beaucoup de gens
à continuer à vivre de leurs produits. Et à avoir une place dans la société. Parce que telle qu'elle évolue là, c'est une société qui exclut un maximum de ses membres, donc elle a vraiment besoin que parallèlement il y ait cette vision. C'est automatique. Hein. Lorsque vous avez une forme, une société dominante qui exclut les individus, automatiquement c'est une réaction pratiquement normale que les gens s'associent pour résister au pilonnage de la société dominante. Ça, c'est clair. Donc on a, quand vous disiez par exemple, il faut que chaque membre de la société se sente responsable de la solidarité, donc entre tous les membres. Ce qu'on peut dire, c'est que, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça suffit que chaque membre décide qu'il faut de la solidarité pour que cette solidarité se mette, qu'on soit conscient qu'il faut effectivement qu'on joue son rôle au niveau du maillon qu'on représente dans la chaîne. Vous voyez ? Est-ce que la conscience qu'il faut faire quelque chose suffit? Parce qu'on vit quand même dans une société. Oui, voilà. Mais je pense que ça demande un minimum d'organisation. Oui, la conscience. De connaissance historique. Oui, ça, je me porte volontaire à toute organisation solidaire pour leur apporter l'histoire, parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Absolument. Mais effectivement, aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'être conscient, il faut aussi un minimum d'organisation, il faut des garde-fous. Parce que nous sommes dans cette société dominante, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle sape toute tentative d'organisation. Donc il faut être organisé, et même quelquefois avec les lois de cette société dominante pour se protéger. Parce que je participe à une expérience depuis une expérience qui existe depuis une trentaine d'années. Et c'est une expérience effectivement à partir de tontines, n'est-ce pas? J'ai pris le projet en marche il y a peut-être une dizaine d'années, mais elle existe déjà depuis 30 ans. Et qu'ont fait ces gens-là? Eh bien, ils ont créé une tontine où ils cotisaient, d'accord? Et au lieu de percevoir cet argent, de prendre la main et de dire bon, chaque année, chaque 12 mois j'aurai telle somme, ils ont décidé en fait de ne pas percevoir cet argent et de le laisser s'accumuler sur un livret A et rapporter des intérêts, et au bout d'un certain temps ça a fait un capital, et ce capital commun, eh bien ils l'ont investi, et aujourd'hui ils ont créé des emplois. Bon, c'est quelque chose dont on ne parle pas tant que ça, mais qui a demandé une organisation drastique. L'appel à des experts, experts comptables, experts en économie, etc., experts en finance, et qui se sont aussi aidés des lois pour se protéger, parce que sinon c'est trop facile de pénétrer ce genre d'organisation, puis d'en faire un peu n'importe quoi. Alors, moi j'aimerais vous rappeler, chers téléspectateurs, donc Madame Luciani Lanoir a écrit un livre qui s'appelle Réseau de solidarité dans la Guadeloupe d'hier et d'aujourd'hui, mais il faut le lire quand vous êtes martiniquais aussi, parce qu'elle nous parle de choses qu'on va retrouver un peu dans toute la Caraïbe. Je vous rappelle une chose qu'elle nous a dit, et à mon avis c'est très important, c'est que je posais la question de savoir est-ce que la solidarité n'existait plus, parce que nous disions beaucoup de mal de nous-mêmes. Entre nous, nous passons nos journées à dire du mal sur nous-mêmes, sur les autres nous-mêmes, et à trouver que le nègre ici, le nègre pas ça, etc., que nos élus sont ci, sont ça. On nous dit, nous sommes une société qui se calomnie, s'auto-calomnie ou s'auto-fustige, s'auto-stigmatise à longueur de journée. Et pourtant, ce qu'il est important pour nous de retenir, c'est que la forme de solidarité qui a été plantée justement dans le tissu social par les ancêtres africains existe de manière tout à fait supra-ordonnée ou supra-existante, je ne sais pas comment le dire,
Et malgré ces défauts que nous avons, nous restons un peuple ou des peuples marqués par des pratiques de solidarité. Ça, c'est important. Ça signifie que pour bien comprendre pourquoi ces formes de solidarité ont résisté, il faut que nous comprenions nos origines, ce qui se pratiquait en Afrique et en Inde, puisqu'on a vu que le tontine existait aussi. Et qu'il faut que nous comprenions bien cette histoire-là et que nous comprenions le rôle de cette société parallèle dans laquelle nous sommes, qui n'est pas qu'une société capitaliste et qui n'est donc pas une société qui est, on va dire, qui a comme moteur la seule conformation occidentale. Nous sommes aussi actionnés de manière beaucoup plus subtile et plus complexe qu'on ne le croit, plus diffuse, par un autre moteur qui est africain essentiellement et qui vient donc de cette histoire d'esclavage qui a mis en contact, si on veut, enfin de manière brutale certes, mais deux groupes qui venaient de deux civilisations différentes. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui nous disent que, sortis de la cale du bateau, nous sommes devenus une purée. Le travail des anthropologues, et c'est ce fameux formidable travail de Madame Lanoir, le travail de l'anthropologue, c'est de nous expliquer justement comment dans cette espèce de magma apparent, eh bien, nous sommes entiers. Nous n'avons pas été broyés comme on le croit. Alors maintenant, on va parler vraiment de la tontine ou du soussou, parce que c'est, si vous voulez, une pratique qui s'observe encore beaucoup en la Martinique et je sais en Guadeloupe et en Haïti. Et j'ai vu donc dans d'autres sociétés, puisque au Venezuela, en Colombie, partout, on connaît. Partout où il y a eu des Africains, on connaît le soussou. Maintenant, ce que vous disiez, la question, donc c'est un chapitre que vous avez consacré à ça, qui est le chapitre 7, qui s'intitule Les tontines, qui est à la page 253 de votre ouvrage. Et vous parlez donc de tontine, mais vous évoquez le terme, le mot soussou, qui désignait donc aussi ce phénomène qui est similaire, mais qui a quand même des spécificités. Et vous dites qu'au Togo, on utilise le mot soussou. Et j'ai vu que c'était un terme Yoruba qui s'écrivait Asoussou. Et Soussou, je crois. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et puis, qu'en Afrique du Sud, le même phénomène s'appelle Chitou. Et en Guadeloupe, vous avez un mot qui s'appelle Chitou aussi. Chitou, en Guadeloupe. Et ça signifie au moins qu'on a des gens de l'Afrique du Sud dans la population guadeloupéenne, d'origine, en tout cas, puisque l'Afrique était autre chose que ce qu'on nous laisse croire. N'était pas que l'Afrique frontiérisée comme les Européens l'ont voulu. Donc, vous dites aussi par ailleurs que c'est un phénomène mondial. Tout à fait. Et qu'on a retrouvé ça. Donc, le même terme Chitou se trouve chez les Indiens, donc chez les Dravidiens. Ceux qui sont donc sortis de l'Afrique et qui sont montés après la séparation des continents. Donc on retrouve le même phénomène aussi chez les Indiens du Sud. Chez les Indiens, oui. D'accord. Tout à fait. Le même mot, Chitou. Chitou. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? C'est un système. Alors, le concept consacré au loterie, soussou, tontine, kalibouka, kembe. Mais enfin, il y a tout un nombre de noms vernaculaires pour désigner ce qu'on appelle scientifiquement des systèmes rotatifs d'épargne et de crédit. Voilà, donc il y a énormément de littérature sur les systèmes rotatifs d'épargne et de crédit. Beaucoup de gens sont allés observer comment ça se passait en Afrique, etc. Donc il y a un certain Lélard qui a beaucoup écrit sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que tout le monde le sait, comment ça fonctionne. On le sait de manière spontanée, même si on n'a pas théorisé sur la question. On se met en principe à 12. Pourquoi 12 personnes? Parce que ça représente le cycle d'une année. Et que chaque mois, les 12 personnes mettent une somme qu'on a au préalablement décidée. Alors, ça sera, je ne sais pas, moi, par exemple, 100 €. Alors, si chacun met 100 €, eh bien, chacune à son tour des 12 personnes vont toucher 1 200 €. D'accord? Moi, je suis A,
en janvier, je vais toucher 1200. Ensuite, la personne B, en février, va toucher 1200. Et ainsi de suite. Vous avez malheureusement, j'ai fait la diapo, mais je ne l'ai pas Voilà, donné. là je l'ai fait sur 6 mois. C'est un cycle de 6 mois. Un cycle de 6 mois. Malheureusement, on ne voit pas bien, mais voilà, vous n'allez qu'à consulter l'ouvrage. Et c'est bien expliqué comment donc un groupe de 6 personnes qui se sont mises ensemble regroupées pour faire cette tontine, eh bien, tourne et comment elle touche à chaque fois. Voilà, elle prend la main. Elle prend la main. L'une à la fois touche la somme que tout le monde a cotisé. Voilà. Donc ça, c'est déjà à la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, il y a quand même un petit peu de coordination dans cette affaire-là. Il y a quelqu'un parmi les 6 personnes qui se porte volontaire, encore une fois, pour tenir un cahier. D'accord, et pour un peu réguler cette affaire-là, comme parce un comptable, un peu, comme un comptable, absolument, voilà, et qui dit voilà, toi, on dit bon, chaque 5e jour du mois ou les 5 premiers jours du mois, vous apportez votre argent, moi je le collecte et je le porte à la personne qui a la main, d'accord. Alors cette personne est aussi chargée de rappeler gentiment, voilà, tu n'as pas payé, etc. Alors quand, etc. Et elle a ce travail de maintenir le cahier au propre, à jour, etc. Et elle est tontinière, cette personne. On l'appelle tontinière. Et elle peut aussi, comment dirais-je, c'est elle aussi qui garde dans son cahier le nom de la personne qui va prendre la main. Alors, ça fonctionne comme une banque. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi justement ça n'est pas exactement une banque? Ce n'est pas une banque parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt véritablement. On peut décider qu'une tontine comment dirais-je, soit placée, enfin, ça peut être beaucoup plus compliqué, et génère de l'intérêt, hein, ça peut être aussi cela. Mais à la base, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le principe. C'est je place une certaine somme d'argent que je mets à la disposition de mes compatriotes mais sans intérêt. C'est-à-dire que j'accepte... Et qui peut me profiter aussi à moi. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire que j'accepte que si je suis le premier, je bénéficie d'un crédit assez intéressant. Et si je suis le dernier, j'ai épargné. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment quelque chose de généreux, d'humain, je trouve. En fait, c'est magnifique. Mais ce sont des principes égalitaristes. Tout à fait. Dans toutes les sociétés africaines. Complètement égalitaristes. Et en plus démocratiques. Parce que les gens, quand ils se réunissent avant de décréter le tour, ils se mettent ensemble, d'accord? Les 12 sont présents, on fait un tour de table et on dit, bon, toi... on décide du montant. On décide de la personne qui va tenir qui sera la tontinière ou le tontinier. On décide du montant et on décide du tour aussi. D'accord. Qui va prendre à quel moment? Mais vous disiez que c'est généreux. Est-ce que vous pouvez rappeler, justement, c'est généreux parce que lorsque l'une des personnes qui n'a pas la main est en difficulté... Absolument, on décide de changer le tour. De changer le tour. Absolument. Et de lui faire bénéficier plus immédiatement de la somme disponible. Absolument, mais je voulais dire quand même qu'au départ, chacun dit bon, moi je veux prendre tel mois parce que j'aurai tel événement, je vais marier mon fils ou je vais baptiser mon enfant ou c'est la rentrée, etc. Donc ça m'intéresse de prendre en septembre, par exemple, d'accord? Et un autre dit pour Noël, je vais faire un grand raout, donc je vais préférer. Donc voilà, donc chacun dit un petit peu, je peux attendre en fonction de mes besoins. Voilà. Cependant, comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a quelqu'un à qui il arrive un malheur, eh bien on peut dire bon voilà, écoute, cette fois-ci c'est ton tour, exceptionnellement parce que tu as eu un malheur, je te donne mon tour. Voilà. Donc c'est ça qui est magnifique. C'est un arrangement amiable et qui se fait parce que les uns sont soucieux des autres. Enfin, voilà, tout à fait. Voit. Donc vous disiez donc chers amis, vous avez vu le principe qui est là et qui est donc dans la partie de notre civilisation qui nous vient de l'Afrique, eh bien elle est égalitariste, elle est sans intérêt. Quand vous allez ici dans les banques demander un prêt, non seulement il vous faut payer des intérêts, mais vous n'avez jamais des sommes, vous ne disposez jamais de votre argent de cette manière-là aussi rapidement et de manière aussi informelle, parce qu'au fond, il suffit que les individus décident d'appliquer une discipline
et elle est suivie. Oui, elle est suivie. Alors, si elle n'est pas suivie, je voulais dire aussi qu'il y a quand même des instances de régulation. Parce que certaines personnes peuvent être tentées de partir avec une somme et de ne jamais ensuite continuer de cotiser. Alors, quelle est l'instance de régulation? Ce sont les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez une attitude qui n'est pas normale et que vous avez quasiment lésé le reste du groupe parce que vous êtes parti avec votre somme et que vous n'avez pas continué à cotiser, eh bien vous êtes obligé de déménager parce qu'on va vous désigner dans les liens de proximité, parce que ça se passe toujours dans des liens de proximité, d'accord, dans le voisinage, entre bons amis, etc. Si on vous désigne comme le voleur, vous êtes obligé de partir. C'est ça. Ah oui, là, vous vous faites vraiment jeter. Vous êtes grillé socialement. Absolument. Socialement, en tout cas, dans le secteur. Vous êtes obligé de changer de commune, enfin, peu importe, on ne connaît pas vos agissements pour pouvoir continuer à être dans le pays. Vous comprenez? Donc, il y a une autre chose avec cette formule-là. Donc, c'est d'abord qu'on dispose d'une somme, qui a qu'elle est sans intérêt, cette forme de cotisation. Tout à fait. C'est-à-dire que chacun est vraiment payé de ses efforts, à hauteur de ses efforts, sans qu'on lui extorque ou qu'on lui prenne. Et ça a aussi une valeur pédagogique, puisque vous êtes obligé d'épargner. Donc les gens qui sont un peu frivoles et qui dépensent en veux-tu en voilà, eh bien elles sont obligées d'épargner. Donc il y a aussi une valeur pédagogique. Et il y a une valeur de convivialité, puisque les gens à la fin du cycle, souvent, eh bien se rassemblent, en tout cas en Europe. Il y a une projection. Il y a une projection, c'est-à-dire je peux avoir besoin de choses dans un futur plus ou moins proche. Et j'attends. Et puis au moins j'aurai quelque chose s'il m'arrivait. Alors qu'aujourd'hui, la société de consommation nous fait vivre au jour le jour. Tout à fait, dans l'immédiateté. Et puis, je demanderai de l'aide, et je suis un peu dans la mendicité. Alors que là, je contribue à l'effort collectif. Absolument. Je dois donner pour recevoir. Absolument. Et c'est ça que le principe est intéressant. C'est un souci permanent, parce qu'en Afrique, je suis allée en Afrique il n'y a pas très longtemps, eh bien, je crois que c'était le chauffeur qui nous menait un petit peu dans notre périple, eh bien il disait non mais il faut que je pense à la tontine, il faut que j'ai mon argent pour porter à la tontine, etc. Mais est-ce que, à votre avis, ça explique la longévité de cette pratique africaine chez nous? Excusez-moi, la tontine, cette pratique de cotisation, ça explique parce que c'est encore très vivace. Oui, alors parce qu'il y a cet esprit de générosité qui est quand même humaniste, qui est quand même à la base de notre legs africain. Mais il y a aussi les besoins de la société actuelle qui en fait paupérisent les gens. Beaucoup ne sont pas capables financièrement de pousser la porte d'une banque et de demander un prêt. Donc, je pense que c'est une aide, comment dirais-je, mutuelle, qui est quand même intéressante. Vous voyez, qui peut permettre à certains de se mettre, de commencer un projet, d'acheter une machine à coudre, par exemple. Une femme qui sait coudre, eh bien, quand elle a touché 1 200 €, elle peut s'acheter une machine à coudre et s'installer, si elle est douée de ses mains, et s'installer. Donc nos sociétés se sont paupérisées aussi parce qu'elles se sont un peu éloignées des pratiques solidaires qui leur permettaient justement pour les plus défavorisés. Il y a un retour. Pour les plus défavorisés en tout cas. Donc il y a intérêt à bien connaître. Par exemple, je vous cite un exemple qui se passe en Guadeloupe actuellement. Eh bien, il y a un projet de jardin collectif. Tout à fait. Vous voyez, donc ça c'est magnifique. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger correctement et qui ne peuvent pas s'acheter de la nourriture dans les supermarchés, des légumes, je sais pas, des carottes, des navets, etc., pour faire leur soupe. Eh bien, ils seront contents de trouver non seulement des légumes, mais en plus des légumes de bonne qualité. Absolument. Parce que le fondement de ces jardins collectifs, c'est bio. Voilà, c'est garanti. Voilà. Alors, pour faire un peu d'histoire, puisqu'on a dit que nous, dans les sciences humaines, nous avons besoin de connaître l'histoire. Vous êtes un peu remonté à l'origine du mot tontine, et donc qui est un peu l'équivalent d'une loterie. Mais non, c'est pas tout à fait le sous-sous africain. C'est un monsieur, un banquier italien qui s'appelait Tonti. Voilà. Mais bon, ça a été remis en question. Ça a été remis en question, parce qu'en fait, la pratique des tontines
tontines, enfin des systèmes. Parce que tel que ça fonctionnait, c'est africain. Ça remonte à l'Égypte. À l'Égypte antique, d'accord. Ça remonte à l'Égypte. Donc le monsieur Tonti, c'était juste qu'il a peut-être proposé à Mazarin d'imiter un système dont il a entendu parler. Oui, d'ailleurs, c'était au XVIIe siècle. C'était 1653, etc. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, vous dites que c'est une pratique qui a existé, qui est antérieure à la monnaie, dans les sociétés notamment qui n'étaient pas monétarisées. Ah oui, c'était il me semble. En Afrique notamment. On se servait des récoltes, me semble-t-il, à ce moment-là. Il y avait des coris, des petits coquillages qui servaient de monnaie d'échange en africain, c'est des coris. Ou bien dans le troc, ou bien le troc simplement. Il y avait, peu importe, mais c'était pas des monnaies matérielles. C'était parfois. C'était pas le concept monnaie qui a détaché le produit de sa valeur, etc. Maintenant, vous dites que les tontines ont pris fin avec la fermeture des usines. Oui, une certaine pratique de tontine. Une certaine, parce que c'était avec la quinzaine, effectivement, on pratiquait des tontines à la semaine ou même à la quinzaine, je crois. Mais effectivement, cette forme-là a disparu. Mais ce qui a donné un coup d'accélération à nouveau aux tontines, c'est le fonctionnariat. Puisque les gens, parce que vous dites aujourd'hui, ce sont les gens des administrations. C'est curieux. Voilà, c'est curieux. Parce que on a découvert la consommation, donc on pratiquait les tontines, on s'achetait sa cuisinière, sa gazinière à l'époque, son réfrigérateur, etc. Voilà. Et je donne l'exemple d'une dame qui travaillait à la préfecture de Basse-Terre et qui a tenu 3 tontines à la fois. Vous imaginez, cette dame-là, elle a brassé 1 milliard pendant 30 ans, gratuitement. C'est une sacrée banquière. Et quand on sait, vous dites que c'est une tâche lourde à gérer. Absolument. Quand on sait le travail que c'est. Alors c'est un travail de banquier, sauf que ça n'a pas la structure, la dimension intéressée, puisqu'il faut payer pour le faire. Et il faut payer pour mériter qu'on vous prête de l'argent. Alors que là, le principe est totalement, comment vous dire ça, il est désintéressé dans la mesure où on ne vous fait pas payer le service. Absolument. Alors que dans la civilisation occidentale, tout ce qui vous est proposé est payé et est payant. Donc et d'ailleurs, on a un choc de civilisation quand on arrive en Europe et qu'on n'est pas habitué à devoir tout payer et ça nous pose un problème. Mais voilà un exemple. Oui, mais cette dame, à la fin, elle a dit, moi j'arrête parce que je ne peux plus. Et elle a eu du mal à passer la main. Vous voyez, parce que elle devait jouir d'un respect absolument extraordinaire et personne ne se risquait. Ne se sentait capable de la remplacer dans son prestige, parce qu'elle a joui d'un prestige extraordinaire. Absolument. Surtout quand ça a bien marché, puisque vous disiez quand même qu'il y a des personnes qui sortent des tontines un petit peu abîmées. Quand le cercle n'a pas été bien choisi et que vous avez eu des imposteurs. Non, ça c'est de toute façon, la tontine est basée sur la relation absolue de confiance. Et de proximité. Et quand vous avez trompé cette confiance, effectivement, c'est fini. Vous êtes grillé socialement. Alors, il y a une chose puisque vous dites que les tontines ont leur intensité, ou l'intensité de la pratique a diminué avec la fermeture des usines, est-ce que le fait que la départementalisation, en venant se substituer aux pratiques traditionnelles, solidaires, et en proposant une autre forme de solidarité qui, elle est basée sur une redistribution des revenus, mais entretient les gens aidés dans une forme de mendicité et de perte de dignité. Est-ce que c'est ce qui prend la place, c'est cette forme d'entraide sociale qui prend la place du sous-sous, en lui enlevant la dimension proprement... Pas seulement le sous-sous, parce qu'il y a eu aussi d'autres formes de solidarité qui étaient, comme vous disiez tout à l'heure, de l'ordre du don et du contre-don. Alors, donc du troc, par exemple. Quand il n'y avait pas beaucoup d'argent, qu'il n'y avait pas beaucoup de monnaie, jusque dans les années 60-70, les gens échangeaient. Donc, ils échangeaient un produit contre un produit, par exemple, du poisson contre des fruits à pain.
par exemple, en ignorant tout à la valeur marchande de ces produits-là. Dans le monde agricole, ça existe. Voilà, les gens de la ville échangeaient contre des produits de la campagne. Contre des services. Ou alors, on échange un produit contre un service. Tu me donnes du poisson et moi, je te fais tes documents administratifs. Par exemple. Ou alors, tu me donnes des produits de la campagne, je te garde ton enfant à la ville et je l'envoie à la campagne. Je l'envoie à l'école, pardon. Voilà. Donc, il y avait tout ce maillage d'échanges, de dons et de contre-dons. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui était passionnant dans ce système, c'est qu'il y a une sorte de liberté, de créativité et de justice, on va presque dire... D'équité, peut-être pas de justice, mais d'équité en tout cas. Mais toute spontanée, on a l'impression que c'est... Et qui fait que les gens se mettent ensemble et trouvent des solutions, s'organisent, et que c'est régulé. Voilà, on a vu une créativité extraordinaire pendant l'époque Saurin, où les gens ne sont pas morts de faim. Et Robert ici, ils ne sont pas morts de faim parce qu'ils ont développé une créativité absolument extraordinaire qui dépassait le don et les contre-dons. Ils ont inventé des choses. Mais c'est un arrière-pays, ce savoir-faire qui était un peu déposé là, qui n'utilisait pas tout le temps. Maintenant, vous disiez que donc la tontine, chers amis, vous l'avez peut-être compris, est une alternative au système bancaire, mais qui fonctionne de manière tout à fait informelle par la volonté des gens, sans passer par des instances et sans avoir à payer des bénéfices, et sur le intérêts. Principe de la confiance. C'est uniquement sur le principe de la confiance. Et un principe qui continue à bien fonctionner dans nos eaux, dans un pays où on se tire dans les pattes sans arrêt, dans des pays où on s'auto-stigmatise beaucoup, ça doit quand même nous interroger. Les tontines fonctionnent. Ça veut dire que nous avons d'autres formes de solidarité. Quand vous criez à longueur de journée que n'est pas solidaire en Tio, essayez d'analyser le sens que peut avoir cette parole-là qui détricote le lien social, alors que par ailleurs, ce lien social est tricoté et qu'il reste tricoté. Il est très vivace. Et il est très vivace et c'est à nous de bien pouvoir repérer ces lieux de passage et les fortifier, parce que nous en avons besoin. Pas de discours qui nous décale, comme nous disons si bien dans notre créole, dans notre langue, mais des choses qui nous renforcent. Alors vous disiez qu'il y a 4 groupes de tontines, 4 formes. Donc vous avez mentionné les mutuelles, les tontines commerciales, les tontines financières et les sortes de caisses de prêt ou de secours. Oui. Donc là, ce dont nous devons parler, ce sont les tontines mutuelles, et après ce sont des formes plus complexes. Voilà. Bon, je peux donner un exemple de tontine un petit peu plus complexe, par exemple. On peut donner chaque mois un tout petit peu plus qui va dans une caisse. Mais cette caisse-là, ça peut être une caisse de secours, ça peut être consacré à quelque chose d'imprévu, ou alors à une forme de convivialité. On peut très bien dire, oui, on va mettre 5 € de plus chaque mois, et à la fin du cycle, eh bien, on va se rassembler, on va faire une petite fête. On va le projet agricole dont vous avez parlé tout à l'heure aussi. Oui, voilà, par exemple. Dans une forme plus complexe. Plus complexe, oui. Et on touche beaucoup plus tard. Ou alors on ne touche pas du tout. Pas du tout. On touche pas du tout, mais on met sur place, ou alors on touchera beaucoup plus tard les intérêts, enfin, disons, les retombées de surinvestissement. Voilà. C'est ça. Donc, les mutuelles, c'est un peu ce qu'on a quand on touche assez vite, par exemple sur un an. Et autrement, vous avez parlé les tontines, par exemple, commerciales ou des caisses de prêt de secours. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu là. Tout à fait. Non, c'est ça. Les commerciales, qu'est-ce que c'est? Alors là, je n'ai pas relu mon texte depuis pas mal de temps, mais les commerciales, je pense que les commerciales, si mes mémoires est bonne, parce que ça fait longtemps que j'ai quand même écrit, ce sont ces tontiniers que l'on retrouve dans la rue, par exemple dans les rues de Dakar, etc. Ils agissent comme des banquiers quasiment, mais ce sont des tontiniers. Voilà. Donc très certainement qu'on leur emprunte de l'argent avec le devoir de leur remettre à une certaine période, chaque mois, etc. Ils servent de banque, mais avec un intérêt minimal, vous voyez. Donc je pense que c'est ça la tontine commerciale, parce que mes souvenirs sont un petit peu effacés par rapport à ça. Non, mais c'est pour montrer que en même temps qu'on parle de tontine, on en a une représentation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parfois un petit peu, j'allais dire,
très simplifié, oui, étriqué et très simpliste. Ah non, ça peut, voilà. oui, ça peut prendre des formes absolument beaucoup plus intéressantes et plus complexes aussi. Et pour moi, c'est intéressant que nous mettions l'accent sur cette complexité parce que c'est pas complot annexe, c'est complot... C'est complètement le contraire. C'est complot annexe, pas complot à chien. À travers cela, c'est vraiment... Mais la complexité, elle nous dit aussi, parce qu'on a réduit, en fait, en finissant d'écrire cet ouvrage que j'ai consacré donc, à l'entraide dans le domaine agricole, donc en me basant sur le don et le contre-don, l'échange, etc., je me suis mise à donner du sens à cette complexité des traits de culture que nous avons hérités de l'Afrique, qui sont encore vivaces. Bien présents. Et donc pour les Indiens, je n'ai pas travaillé sur les tontines, j'ai travaillé sur d'autres traits de culture, mais j'étais très étonnée, agréablement étonnée, parce qu'on dit beaucoup que les Dravidiens sont du nord de l'Afrique. Oui, tout à fait. Et qu'ils ont beaucoup de traits culturels. Et ce matin, j'écoutais une chanson que je croyais être d'origine tamoule, et le chanteur nous a présenté quelque chose qui venait du Congo. Et j'ai entendu des choses qui viennent du Mali, du Sénégal, et des voix, etc., qu'on retrouve tout à fait dans les chansons tamoules. Et donc, ah oui, tout à fait, de la musique, les intonations, même les instruments qu'on a retravaillés, beaucoup de traits, donc dans le Tamil Nadu, qui s'est détaché de l'Afrique, ils sont montés avec leur culture africaine. Donc j'étais agréablement surprise de découvrir qu'ils ont gardé même le nom, le Chitou, pour parler de... Et en plus, c'est étonnant parce que c'est le mot qu'on utilise en Afrique du Sud. C'est très étonnant. Donc vous dire que les choses se traversaient. Mais donc en même temps, tout ce que nous avons donc, de nos origines africaines essentiellement, et parfois indo-africaines, eh bien on voit ce qu'on nous a présenté comme étant Bagaille Viennet, était non seulement d'une richesse, mais je me demande s'il n'y avait pas une jalousie au fond, parce que c'est très complexe et ça demande aussi des savoir-faire que, à mon avis, les puissances occidentales ont étudié et ont utilisé. Parce que ce que j'ai découvert dans le jardin, donc moi je publie sur le jardin, un livre sur les pratiques d'entraide dans le jardin, l'agriculture, et je découvre que ce qu'on a appelé aujourd'hui le jardin créole n'a rien de jardin créole, parce qu'en plus le principe du jardin existait en Afrique, et ils sont ce qu'on a appelé jardin à nègre, c'est en fait ce que moi aujourd'hui j'appelle un jardin africain, parce que la manière d'utiliser le sol, de planter, de mettre ensemble toutes sortes de plants, était une manière extrêmement calculée de prévoir de la nourriture sur toute l'année dans un climat tropical et non pas tempéré. Parce qu'il fallait interrompre à cause du climat en Europe, il fallait interrompre la production. Laisser le sol qui était congelé. Ou, il y a un mariage des plantes à cycle court, à cycle long, etc. Dans le jardin, dit qu'on appelle créole, mais qui est un jardin africain. Parce que le jardin européen, lui, avait des formes, formes géométriques et il était souvent destiné aux cultures d'exportation. Et donc, ce qui nous sert aujourd'hui, de ce qu'on appelle arbitrairement un jardin créole, est en fait un jardin africain. Dans toutes ces techniques que j'ai pris le temps d'étudier et de comparer avec ce qui se fait en Afrique, je découvre que c'est... Alors, ce que je voulais remettre ici en question, c'est cette stigmatisation de nous-mêmes. D'ailleurs, nous nous injurions à longueur de journée. À mon avis, ça vient aussi de cette manière, cette incapacité que nous avons d'apprécier positivement ce que nous faisons. Et pourtant, tout ce que nous faisons, quand nous l'étudions anthropologiquement, justement, ou sociologiquement sur d'autres aspects, eh bien, nous sommes fascinés nous-mêmes par ces richesses, non ? Il me semble, oui, bien sûr, mais il me semble que le colon, quand même, a distillé cette stigmatisation de manière systématique, justement, et que nous l'avons ensuite intégré à notre propre compte. Donc, effectivement, même si nous avons une opinion de nous-mêmes qui est quand même correcte, au fond, mais nous nous sentons
obligés de discourir négativement sur nous-mêmes. Mais au fond, nous savons bien que nous ne sommes pas ça. Nous sommes tenus par une culture qui a de la valeur, puisque nous la protégeons, et que nous la transmettons. Nous la transmettons. Même informellement. Oui, inconsciemment. Nous la transmettons. Voilà. Donc c'est une très grande richesse. Absolument. Et c'est pour cela qu'il faut laisser vos enfants se former à l'anthropologie et pour empêcher qu'on continue à dire que sortir de la cale du bateau, c'en était fini avec l'Afrique, ou pour plus tard les immigrants indiens qui sont venus, que tout a été broyé. C'était la table rase. Et le concept de la table rase. Justement, la tabula rasa, comme disait Césaire. Non, nous ne sommes pas ça. Et puis en plus, ce que nous apprenons lorsque nous faisons de l'anthropologie, c'est que les colons, justement, se sont considérablement servis des cultures des Africains pour les dominer. Et ça continue parce que ils n'étaient pas d'un pays tropical et c'est les Africains qui l'étaient et qui savaient comment se comporter dans ce pays une fois qu'on a eu exterminé les Amérindiens. Absolument. Vous voyez, et ils ont pris aussi des Amérindiens. Ils ont pris, bien sûr. Mais au départ, les colons blancs n'ont survécu que grâce aux Amérindiens. Absolument. Mais ça n'est pas vrai et des la Africains. Culture du manioc. Voilà, mais ça n'est pas vrai des Africains parce que ce ne sont pas les Amérindiens qui ont aidé les Noirs à survivre ici. Les Noirs savaient, et donc le travail que je publie là, qui est la culture de l'entraide, un exemple d'économie alternative, c'est ça l'intitulé, eh bien, montre au contraire que les Africains sont venus avec toutes ces pratiques-là ici. Donc voilà, chers amis, nous avons à travailler anthropologiquement chez nous, mais que les anthropologues fassent leur travail et les sociologues feront le leur. Mais si nous voulons que notre société avance, il ne faut pas se décréter sociologue quand on ne l'est pas, parce qu'on n'a pas les outils théoriques pour analyser la société. Et n'oubliez pas que le sociologue, c'est le médecin de la société. Son travail principal, c'est d'analyser les rouages, les conflits de pouvoir, et les lieux de passage de la domination, de comment la société se met en place et comment justement elle maintient, surtout celle des couches dominantes, elle maintient le pouvoir des couches dominantes sur les couches dominées. L'anthropologue travaille sur la culture, sur tout ce qui permet à l'être humain de survivre dans son milieu et d'inventer tout ce qui lui permet aussi de ne pas être un légume, c'est-à-dire des mythes, ce que vous avez dit au début, des mythes et une manière de s'approprier son environnement pour le rendre beau, l'esthétiser et donner un sens à la vie sur Terre. À la vie sur Terre. Voilà. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, je vous remercie, Madame Smiraldal, de m'avoir invitée. J'ai trouvé cet échange extrêmement fructueux et vivant. Oui. Et cela nous montre aussi que nous avons des ressources cachées, que nous cachons en nous-mêmes, mais qui sont d'une richesse extraordinaire et qui nous permettent spirituellement de nous inscrire dans un milieu souvent hostile et qui nous permet aussi de retrouver un équilibre et un bien-être intérieur. Voilà. Alors, vous mettez l'accent sur la dimension spirituelle. Je trouve que c'est très bien qu'on le fasse comme ça parce que, justement, moi, je crois que malgré le matraquage, le mépris, le rejet, le bagaille vieille-nègre, le ci, le ça, que nous soyons dans tellement de traditionnalité nous montre que nous sommes habités par quelque chose sur quoi nous n'avons pas encore assez réfléchi. Et je pense que vous allez trouver des réponses dans l'ouvrage de Madame Luciani Lanoir. Ne vous arrêtez pas au fait que ça parle de la Guadeloupe. C'est vraiment nous, c'est vraiment toute la Caraïbe et c'est vraiment toutes nos traditions africaines qui nous permettent de comprendre, et même au-delà, parce qu'elle va vous expliquer que le système de la tontine est transnational, universel, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que la nôtre, elle est ce qu'elle est, elle est spécifique et qu'elle a duré parce qu'elle est aujourd'hui vivace. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous avez bien saisi l'enjeu de bien comprendre le principe de la tontine, de surtout comprendre la complexité de notre culture héritée d'autres souches que de l'Occident et que vous aurez envie de vous valoriser, plus seulement de manière tout à fait inconsciente, mais vraiment en vous positionnant, en prenant votre place au monde, parce que votre civilisation, l'autre, elle ne démérite pas. Je vous remercie.